Eh bien, pour terminer, je vais donner la parole au professeur Grandry pour les enjeux de la simulation en santé et une mise en perspective. En introduction, je voudrais vous remercier Calirel et puis sa chef, Noémie Terrien, parce que je travaille en effet avec Calirel depuis quelques mois maintenant, et je veux dire que c'est très agréable, une équipe performante. Et puis pour l'actualisation de conflits, je me suis dit, je vais prendre un exemple à Calirel. Ben, je n'ai pas trouvé. Donc voilà. Donc je vais vous donner quelques réflexions sur le futur, enfin comment je vois, comment on peut voir la simulation en santé demain ou après-demain. Alors pour ça, vous voyez bien, oui, j'ai relu évidemment, et puis je suis tombé sur cet article de David Gaba, qui date de 2007. Alors David Gaba, pour ceux qui ne le connaissent pas, vous avez le droit, hein. David Gaba, c'est le pape de la simulation en santé. C'est lui qui a lancé ça dans le monde aux États-Unis, bien sûr, à Stanford, California. C'était un admirateur de tout ce qui est astronautique. C'est un admirateur, parce qu'il est toujours là, heureusement. Et il a suivi, comme beaucoup d'Américains, comme beaucoup de gens dans le monde, il a suivi Apollo 13, vous vous souvenez peut-être. Apollo 13, le drame, hein, ils se sont dit on va les perdre. Et en fait, pourquoi? Vous avez sûrement vu le film. Hein. Ils ont récupéré Apollo 13 parce qu'ils ont simulé au sol les problèmes rencontrés. C'est-à-dire explosion du réservoir oxygène, l'extraction de gaz carbonique qui ne marchait plus. Ils ont tout simulé au sol, ils ont transmis là-haut, et ils les ont tirés d'affaire. Et ce type-là, qui était déjà anesthésiste chevronné, a dit il faut qu'on fasse ça en santé, quoi. Donc il a commencé à réfléchir, etc. Il a créé les premières sessions de simulation, et j'ai eu la chance de le rencontrer il y a déjà quelques années. En fait, dans son article qui date de 2007, vous voyez, la vision future de la simulation en santé, il envisageait 2 scénarios possibles en 2025. 2007, hein. Vous voyez, il anticipait, c'est comme s'il disait maintenant, quelle est la simulation en 2050. Alors ce qui est intéressant, j'avais lu déjà cet article, mais là ça m'a redit quelque chose, parce que 2025 c'est actuellement. Il avait une vision optimistique, une vision pessimistique. Alors, la vision optimiste, il dit qu'est-ce qui se passera donc dans 18 ans? Soit la simulation se développe de façon constante, on parle de formation interventionnelle in situ, etc. Il accordait dans son vision optimiste le rôle des institutions, des assureurs, du public, et disait le public surtout va pousser à l'utilisation de la simulation, et les assureurs aussi. Il envisageait déjà le fait que les assureurs n'assuraient que les établissements qui font de la simulation. Et puis il parlait en effet simulation, organisation, équipement, etc. Ça, bon, je vais vite, mais si vous avez l'occasion de relire, lisez-le. Et puis la vision pessimiste. La vision pessimiste, c'était l'utilisation de temps en temps, avec, et disait-il, ces textos dans son texte, demande inexorable des services cliniques, et donc des moyens humains. Il n'avait pas tort, M. Gaba, quand même. Il abordait le problème du coût. Et déjà, vous savez qu'actuellement aux États-Unis, il y a des centres qui ferment parce qu'ils sont déficitaires. Et puis, une chose intéressante qu'il évoquait en 2025, c'était les batailles de territoire. Ça, c'est intéressant parce que ça ne m'était pas rentré encore dans la tête. C'était bataille de sociétés savantes, d'organismes de formation, public, privé, etc. Alors, vous voyez qu'en fait, aujourd'hui, en 2022, c'est quasiment 2025, on a les deux. Donc la vérité est au milieu, et c'est intéressant parce que, à partir de là, je dis, bon, on en est là aujourd'hui, et je me suis dit, le futur de la simulation en santé, c'est sûrement, dans les années qui viennent, c'est une adaptation à l'actualité et aux années qui vont venir. Vous connaissez les difficultés aujourd'hui qu'on observe hein, dans le milieu de la santé. Et je crois qu'il faut s'adapter à beaucoup de choses. Alors j'ai listé là, rassurez-vous, je vais vous donner quelques exemples de ce à quoi il faut s'adapter. L'adaptation étant un terme majeur de la simulation. Pour moi, il y a 2 mots dans la simulation, mais comme dans la vie de tous les jours, en fait, c'est adaptation, anticipation. C'est les 2 mots clés de la simulation en santé. Alors, je vais vous donner quelques exemples. Alors, cette diapo-là, Noémie ne m'en voudra pas, puis il n'y a personne de l'ARS là actuellement ce soir. Nous avons assisté à un débat au niveau de l'ARS sur le futur proche. Et j'ai pris cette diapo-là parce que c'est former plus et former plus vite.
Alors on a eu l'occasion de discuter ce matin lors de notre réunion. Il faut aller vite parce qu'il manque de monde. C'est que dans la région, il manque actuellement 6000 professionnels de santé, 2000 infirmières environ. Et donc nos politiques, nos chers politiques disent il faut former vite, très vite. Sans penser forcément, alors on a beaucoup évoqué aujourd'hui la qualité des soins, les événements indésirables. Alors je suis un peu perplexe parce que si on forme les gens vite et donc forcément pas très bien, eh bien on va avoir des événements indésirables. Alors après, il faudra les déclarer, quoi. S'ils ne sont pas déclarés, évidemment, tout se passera pas mal. Mais je pense quand même, et là je pense que la simulation peut avoir un rôle important dans la formation rapide, alors je mets des guillemets, de nos futurs professionnels de santé. Je crois que mais il faut être extrêmement vigilant, et c'est pour ça aussi qu'un de mes messages, mais je vais vous en parler tout de suite, c'est dire qu'il ne faut pas lâcher prise sur la qualité de notre formation. Si on lâche prise, la simulation va disparaître. On dira, vous voyez, ils ont eu de la simulation, ça ne servit à rien, etc. Donc il faut être je veux bien qu'on forme vite, je veux bien qu'on forme en compressant un peu les programmes, mais il faut être extrêmement rigoureux. Et là, c'est le rôle des responsables formateurs. Voilà, c'est un exemple. Le deuxième exemple que je voulais vous montrer d'adaptation, et moi qui m'inquiète beaucoup aujourd'hui, c'est les internes en chirurgie, enfin la formation chirurgicale. Et ces deux articles que vous voyez mal, mais c'est pas grave, parce que je vous les enverrai si vous voulez, des articles anglais en particulier. Les Anglais sont très inquiets parce qu'ils ont fait une étude sur les internes en chirurgie après Covid et ils sont aperçus que non seulement ils avaient beaucoup moins travaillé, ils avaient beaucoup moins opéré, mais en plus ça avait une implication majeure sur le plan psychologique. Et que les internes en chirurgie souffraient à la limite plus que les autres. Donc ces deux articles, et ils sont de deux équipes différentes, ils sont absolument passionnants. Et leur conclusion, c'est de dire il faut faire attention à nos internes de chirurgie. C'est-à-dire ça commençait déjà avant le Covid, et la simulation en chirurgie peut avoir un rôle extrêmement important. D'autant que nous avons des simulateurs de chirurgie extrêmement sophistiqués, extrêmement perfectionnés. Je redirai un mot peut-être tout à l'heure des inconvénients de ces simulateurs. Alors ça, c'est pour Noémie, parce que on a eu l'occasion, et on l'a dit, Solène l'a rappelé, nous avons fait une visio sur la simulation en EHPAD, avec Claude, qui est là aussi. Et je veux dire que la formation en EHPAD, on parle du médico-social ce matin aussi, à mon avis, c'est capital. Peut-être parce que je vois peut-être l'EHPAD arriver plus que d'autres, mais je pense sincèrement que l'EHPAD souffre, les EHPAD souffrent, le personnel souffre, et il faut les aider, ça c'est clair. Et c'est dans ces établissements aussi qu'on veut former les gens très vite. Alors moi, il faut vraiment penser à ça. Et la simulation en EHPAD, nous allons lancer une enquête là, lors du congrès Sofrasim de juin à Lyon sur la simulation en EHPAD et savoir ce qu'on fait, qui fait, etc. Et je pense sincèrement que c'est une des priorités aujourd'hui, sincèrement. Et puis, alors c'est un peu, pas décousu, mais je vous ai mis l'adaptation, le coût, le problème du coût. Alors on a évoqué aussi ce matin le problème du coût-efficacité. Il y a très peu, parce que nos dirigeants, et quelqu'un disait dans la discussion de ce matin, si on veut que nos institutions soient partie prenante, il faut leur dire, mais la simulation, ça marche. Or, on a du mal à montrer que ça marche. Il y a quelques travaux. Il y a quelques travaux en cours aujourd'hui qui essaient justement dans la pyramide de Kirkpatrick, niveau 3-4. J'évoquais aussi ce matin le travail de Cohen en 2010, en simulation healthcare, qui a bien montré, vous voyez le schéma de droite, ils ont fait un exemple très intéressant. Ils ont donc un service de réa, et ils ont étudié les complications infectieuses sur cathéter veineux et centraux. Ils ont avant la formation des internes en particulier et après. Et il y a eu une chute drastique des infections. Je ne sais pas comment ils travaillaient avant, mais enfin bon, il est vrai quand même que ça joue un rôle. Il y a quelques articles aussi qui montrent que lorsque les gens sont formés par la simulation, ils prennent conscience aussi des risques et des choses à faire. Et simplement dans cet article qui est assez intéressant, parce que c'est celui qui est souvent cité, vous voyez, ils estiment qu'ils ont évité environ 10 accidents infectieux, qu'ils ont économisé environ 700 000 $ avec les jours d'hospitalisation, et qu'en gros, on pouvait facilement, non seulement le coût annuel du centre, mais aussi payer les formateurs, etc.
Bon, il y en a eu d'autres, mais qui étaient peut-être moins... Alors je sais qu'il y a des réanéonates dans la salle. Il était montré aussi dans un beau travail, alors je ne me souviens plus de l'équipe là tout de suite, que la simulation, et c'est pour ça que je suis admiratif aussi de ce que fait, de ce qu'ils font en matière de réanéonates, c'est ils ont prévu beaucoup, ils ont prévenu dans ce travail beaucoup d'accidents chez le nouveau-né. Et ça c'est capital, parce que vous savez, on n'a qu'une vie, et lorsqu'on a un accident périnnéonatal, c'est absolument dramatique. Donc ça aussi c'est vachement important, et on redira tout à l'heure, enfin je peux le dire dès maintenant, pour moi aussi une efficacité importante de la simulation, c'est aller voir les gens. C'est bien de faire un centre, et je suis admiratif du projet nantais, mais il faudra aussi penser à aller voir les gens, puisqu'on a vu que les équipes sont de plus en plus pauvres, entre guillemets, ils ne peuvent pas se déplacer, on les empêche de se déplacer, il faut donc aller à leur rencontre, voir comment ils travaillent, et sans forcément de sanctions, auditer leur matériel, etc. Et ça me paraît vraiment excessivement important. Alors les centres, ça sera surtout vrai pour la formation initiale. Pour la formation continue, bon, faudra en discuter. Alors autre élément, mais on a une spécialiste ici, Véronique, les facteurs humains sont évidemment extrêmement importants. Il faut développer la formation des facteurs humains, mais ça, Véronique vient d'en parler, je ne vais pas trop insister là-dessus, en sachant qu'ils sont évidemment essentiels. Et actuellement, je dois dire qu'il y a une dégradation psychologique des professionnels de santé qui va sûrement être à l'origine de gros problèmes. Et il faut en tenir compte, c'est que si on n'en tient pas compte, on va avoir des soucis. Autre élément important, pardonnez-moi cet inventaire à l'après-vert, et ça c'est quelque chose qui me perturbe depuis quelque temps, c'est la notion de dose de simulation. Quelle est la dose de simulation? Par exemple, prenons un exemple simple, l'arrêt cardio-respiratoire. Combien de formations faut-il pour être au top? Est-ce qu'il en faut une par an? Est-ce qu'il en faut une de temps en temps? Mais ça, c'est vrai pour toutes les formations. Alors moi, je suis perplexe avec ça, parce que la formation, c'est un peu comme la médecine. Jusqu'à maintenant, on dit que c'est un peu un art. Et on considère que tous les gens peuvent former. Ben, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Il faut que ceux qui font de la formation soient bien formés. Et ça paraît une évidence ce que je vous dis là. Mais vous savez, moi, j'ai fait mes premiers cours quand j'étais interne. On m'a dit, tu vas à l'école d'infirmière, tu vas là et tu fais un topo sur tel truc. Pas de formation, rien du tout. Bon, aujourd'hui, c'est difficilement supportable. Donc, si vous voulez, il faut qu'on réfléchisse à ça beaucoup. Et le problème, justement, dans la simulation aussi, c'est quelle est la dose de simulation. Alors, c'est difficile parce que pour l'arrêt cardiaque, ça a été montré qu'il faut une formation tous les 6 mois à peu près. Mais attention, parce que ça dépend des apprenants. En chirurgie, on l'a bien montré pour les internes de chirurgie. Les internes de chirurgie pour la cataracte, ça a été montré, sur simulateur de cataracte. Les Anglais ont bien montré ça. En moyenne, ils obligent à 50 interventions sur cataracte en simulation. Il y en a au bout de 10, ils sont prêts. Certains au bout de 70. C'est comme le pilotage. Si vous avez appris à piloter un avion, bon, j'ai pris des cours de pilotage d'hélico, je peux vous dire que j'ai peiné d'abord. Il y a ceux qui sont très doués là-dessus, et puis d'autres, au bout de 40 heures, ils ne sont pas prêts, puis d'autres, au bout de 20 heures, ça y est, ils sont prêts, quoi. Donc, il faut s'adapter aux apprenants. Et certains formateurs en IFSI, là, ce matin, parlaient en fait du grand nombre, 250 à former. Comment... Alors, il y a des pistes, mais enfin, bon, voilà. Alors, pour la recherche, et puis je terminerai un peu cet inventaire, un petit peu, et il y a eu un travail très intéressant qui est paru en 2022, tout à fait récent, simulation à l'escale. C'est qu'est-ce qu'il faut faire comme recherche en simulation aujourd'hui, demain? Et ça, c'est extrêmement intéressant. Donc, il y a trois questions de recherche, et en particulier, vous voyez, l'impact des interventions de simulation sur l'efficacité, la qualité et la sécurité des soins, bien sûr. Et puis, le retour sur investissement, ça aussi, c'est intéressant. Enfin, tout ça, c'est pour vous dire qu'il faut travailler sur est-ce que la simulation sert à quelque chose aujourd'hui? Est-ce qu'on rentre dans nos frais quand on dépense beaucoup d'argent pour la simulation? C'est quelque chose dont il faut à tout prix travailler. Niveau 2 et 1, ça y est, c'est réglé, on sait. Niveau 3, on a déjà des travaux qui apparaissent, et dont un travail aussi de la Timone à Marseille, qui date aussi maintenant de 2 ans, qui est très bien fait, qui a montré que
d'un service de réa, la formation par simulation, les débriefings en particulier, eh bien, améliorer la condition psychologique des infirmières. Et je peux vous dire que ça, si on ne le fait pas aussi maintenant, on va avoir des soucis dans les années qui viennent et les infirmières vont quitter encore plus. Et ça, oui, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que moi, je connais bien les Canadiens, certains Américains aussi. Donc, ce problème existe partout. Hein. Ce n'est pas seulement en France. Hein. Donc il faut à tout prix qu'on travaille sur ça veut dire qu'il faut donc, c'est pour ça que je vous dis, il faut absolument faire de la formation par simulation de bonne qualité. Il ne faut pas lâcher de ça. Alors s'il me reste encore quelques minutes, Noémie, je voudrais vous parler un peu de la simulation numérique, parce que c'est un peu, pas mon dada aujourd'hui, j'ai plusieurs branches d'intérêt. Mais la simulation numérique, je pense que c'est une façon peut-être d'arriver demain à nos fins. Alors nous n'en sommes qu'au début, hein. Mais cette simulation numérique, elle se développe de façon considérable dans l'industrie. Alors vous n'avez peut-être pas l'occasion de lire l'usine nouvelle, mais figurez-vous que je me suis abonné à l'usine nouvelle, ce que je ne pensais absolument pas. Parce que, en fait, vous avez le numéro de 2019, et dans tous les numéros, il y a de la simulation dans l'industrie automobile, dans l'aéronautique, dans le nucléaire. Je travaille un peu avec le nucléaire, avec la centrale de Chinon. Et je peux vous dire que si on travaillait dans les hôpitaux comme ils travaillent à Chinon, dans les centrales nucléaires, on ferait en particulier le débriefing. Les débriefings sont extraordinaires. C'est en équipe, et le débriefing, c'est toute l'équipe, c'est tout le monde, y compris ceux qui font le ménage matin et soir des équipes extérieures. C'est l'idée. Alors le problème, quand même, c'est qu'il y a du monde. Et comme la politique actuelle va vers le nucléaire, ils vont pas avoir, les salaires vont être bons, et donc ils vont pouvoir se permettre de développer. Ils ont créé par exemple un réacteur nucléaire simulé, hein, on dira un mot si on a le temps, du jumeau numérique. Bon voilà, tout ça pour vous dire que la simulation numérique, ça peut être un avenir. Ça veut dire qu'il faut s'y préparer. Alors je vous ai montré quelques exemples rapidement, parce qu'il faut bien distinguer la simulation numérique au service du patient et du grand public, et la simulation numérique pour les professionnels. Et je suis responsable du groupe de travail actuel, parce que vous ne savez peut-être pas, mais la HAS a demandé à ce qu'on fasse une actualisation du guide de bonne pratique, qui est paru en 2012, et on m'a collé responsable du groupe simulation numérique. Et donc je veux, par exemple, que pour les professionnels de santé, on ne parle plus de serious games. Parce que la santé n'est pas un jeu, comme la politique d'ailleurs. Aujourd'hui, les Américains, les Russes font de la simulation numérique tous les jours, à très forte dose, et c'est pas un jeu, hein, je peux vous dire. Hein. Et donc la médecine, c'est pareil. Donc il faut bien distinguer les serious games, et ça c'est de la sémantique. On distinguera les serious games d'un côté et les applications numériques en santé de l'autre. Alors bon, voilà, je vous ai mis ça pour les patients, mais je veux dire que pour l'avoir observé en pédiatrie, la simulation numérique, c'est super. Bon, je passe vite là-dessus, il y a les cas cliniques, il y a les consultations, et actuellement, puisqu'on parle d'entretien motivationnel pour le tabac, par exemple, il y a une boîte canadienne qui a développé un entretien motivationnel tabac et sida en simulation numérique, qui est assez remarquable, je dois vous dire. Alors, la réalité augmentée, mais que certaines interventions chirurgicales aujourd'hui se font de cette façon. Alors, ce n'est pas évident dans tous les centres, mais par exemple, l'IRCAD à Strasbourg opère les foies avec une projection numérique sur le patient au bloc opératoire. D'abord, il s'entraîne en réalité virtuelle et il projette après les choses en réalité augmentée sur le patient. Comme vous voyez sur l'image, et leurs résultats sont excellents parce qu'ils font certaines interventions, ils font ça aussi en neurochirurgie. Et en neurochirurgie, ça a évité beaucoup de drames parce qu'ils voient exactement où ils en sont. Donc si vous voulez, cette simulation numérique a de beaux jours devant elle, à condition de la faire de façon très 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 rigoureuse. Alors il y a des soucis, tout n'est pas rose, et il va falloir qu'on travaille ses limites, etc. Le cahier des charges, par exemple, de ces applications numériques, la formation des formateurs, le coût. Mais simplement vous montrer deux petits exemples. Le premier exemple, c'est que au départ, ce schéma que j'avais fait il y a quelques temps montrait que la simulation numérique, comme on l'inclut dans la formation initiale,
Alors j'avais mis cette image de simulation numérique au milieu de la formation, vous voyez, entre les connaissances théoriques jusqu'à la pratique clinique. Mais je crois que demain, il faut que je refasse ma diapo, parce que demain la simulation numérique pourra être à tous les niveaux. Encore une fois, il faut qu'on soit très vigilant sur la qualité, mais il faut elle sera utile et ça pourrait être une solution aussi à l'enseignement des grands nombres. Alors ça veut dire aussi que, attention, ça veut dire par exemple que les gens pourront travailler chez eux, mais qu'à un moment, il faudra des étapes où ils devront être supervisés, il faudra qu'ils soient débriefés par les formateurs à distance, mais aussi parfois trouvant par exemple des moments où ils seront convoqués à l'école pour faire le point, où ils en sont, etc. Alors un des inconvénients par contre, mais ça je ne sais pas si j'en ai parlé, c'est les limites du numérique. Il faut être extrêmement vigilant parce que les données de ces applications sont souvent, ces applications sont souvent reliées à Internet pour l'évolution des applications numériques. Nos simulateurs sont reliés à Internet, etc. Et je me suis aperçu il y a déjà quelques années que ces données évidemment étaient transmises à la boîte. Et donc ça c'est insupportable. Donc si vous voulez, j'avais essayé d'ailleurs pour une boîte que je connais bien, avec qui j'ai travaillé, j'aurais demandé qu'ils me fassent un papier comme quoi ils s'interdisaient d'exploiter les données. Je n'ai jamais eu le papier. Et aux États-Unis, sur les simulateurs chirurgicaux, il y a des boîtes, donc une en particulier, a récupéré les données des internes en chirurgie. Ils ont repéré les meilleurs résultats et ils les ont recrutés pour certaines cliniques. Donc, si vous voulez, la confidentialité des données est quelque chose de très important. Donc, il va falloir donner des règles strictes et c'est pour ça qu'on travaille avec l'HAS sur le sujet. Donc, alors, est-ce que ça donne quelque chose, ces simulations? Alors, on retrouve les mêmes résultats aujourd'hui qu'avec la simulation classique. Donc, si vous voulez, c'est-à-dire que les étudiants aujourd'hui actuellement sont très satisfaits, ils en redemandent, mais il va falloir aussi encore être très vigilant. Mais il y a quelques papiers aussi qui montrent que, et nous on en a fait un, avant que je parte en retraite, on avait fait un sur les Écosses, et on avait montré qu'une série d'étudiants, c'était des internes en urologie, des étudiants en urologie, on les a préparés aux Écosses. Il y avait une série préparée par simulation numérique avec des cas cliniques numériques et une série préparée classiquement avec des cas cliniques classiques. Et ceux qui ont été préparés par des cas cliniques numériques ont eu de meilleurs résultats. Alors c'est préliminaire, mais je pense que si on a affaire à de la simulation de qualité avec nos nouvelles générations, moi je crois vraiment qu'on va y arriver. Alors, bon, simplement, puisqu'on parlait des RefSim, si vous avez l'occasion de les lire, Véronique a accepté un de mes papiers sur les jumeaux numériques, parce que aussi, bon, ça c'est pour le fun, que je vous parle de ça en conclusion, parce que le jumeau numérique, je crois que c'est un avenir majeur de la simulation en santé. Alors le jumeau numérique, vous savez, en avez parlé, je vous ai parlé tout à l'heure du réacteur nucléaire numérique. Ils ont créé un jumeau numérique d'un vrai réacteur, et les gens dans les centrales nucléaires apprennent tout sur le réacteur numérique. Actuellement, en aéronautique, chez Airbus, ils travaillent sur la simulation numérique dans les cabines d'Airbus. Et en santé, c'est vraiment... Alors, ça va vous obliger, si ça vous intéresse, à lire l'article, parce que je donne beaucoup d'exemples médicaux. Mais vous voyez, parmi les exemples médicaux, il y a le traitement personnalisé de demain. Ça, c'est commencé déjà. On fait votre jumeau numérique, et on va essayer sur votre jumeau numérique certains traitements en fonction de votre pathologie, et on va voir ce qui vous va le mieux. C'est commencé en cancérologie. Je suis actuellement bénévole à la Ligue contre le cancer, et je m'intéresse à ce sujet. Les traitements personnalisés du cancer se développent actuellement de façon exponentielle. Ça évitera sûrement des bombes atomiques chimiothérapiques qui ne sont pas bonnes pour tout le monde. Donc ça, si vous voulez, c'est demain. Sachez aussi que votre jumeau numérique existe déjà. Je ne sais pas si vous avez Netflix, je ne sais pas si vous avez Netflix, et bien sachez que vous avez votre jumeau numérique chez Netflix, où ils connaissent votre profil, ce que vous regardez. D'ailleurs, vous recevez de temps en temps, vous avez regardé ça, donc vous allez aimer ça. En plus, ils ont souvent la famille, donc ils ont le profil de la famille. Donc, vous associez aujourd'hui Netflix, votre compte bancaire, votre carte bancaire, votre futur dossier médical. Sachez que votre dossier médical aussi, qu'on vous demande... Alors, sachez que si vous ne voulez pas y adhérer, dans 6 mois, ça sera obligatoire. Donc, vous êtes foutus. Alors, je dis vous êtes foutus, j'exagère. Mais sachez que ceux qui exploitent là, c'est une filiale de Google.
Donc ça veut dire que les données de santé, si on ne fait pas gaffe, alors les Européens travaillent beaucoup là-dessus, mais ils n'ont pas la possibilité ils n'ont pas le cloud de Google. Ils veulent créer un cloud européen, mais ce n'est pas demain la veille. Donc voilà, j'ai été assez long, pardonnez-moi, simplement pour vous dire que l'intelligence artificielle va arriver dans la simulation. Ça aussi, mais ça c'est demain, c'est 5 ans, 10 ans, mais ça va vite. Hein. Et dans la simulation intelligence artificielle et santé, il y aura ce que je viens de vous dire un petit peu, mais on a fait un bond assez considérable avec Covid quand même, avec la téléconsultation, la télémédecine, etc. Ça peut aller vite. Je veux vous dire qu'il y a des gens aujourd'hui qui travaillent énormément là-dessus. Et il faut qu'on apprenne ça aussi à nos étudiants. Il faut qu'on apprenne à manipuler ça, une consultation. Et moi, je veux dire que je suis assez scotché parce que les téléconsultations, je me dis, ouais, sympa, mais enfin, bon. Jusqu'au jour où j'ai fait un examen neurologique en téléconsultation, et je dois vous avouer que je trouve que je l'ai fait mieux qu'en vrai, quasiment. Parce qu'il y a un protocole à suivre qu'on ne suit pas forcément en clinique. Et ça, encore une fois, messieurs et mesdames et messieurs les formateurs qui seront là, il faut s'y préparer. Et vous voyez, prévoir la situation d'affluence aux urgences. Alors, il y a des hôpitaux, il y a le jumeau numérique de certains hôpitaux. Ils ont fait ça à Saint-Étienne. Alors, je ne dis pas que ça va résoudre tous les problèmes. Il ne faut pas rêver. Il faudra toujours des chirurgiens pour opérer l'appendicite un samedi soir. Il faudra toujours des urgentistes pour s'occuper de... Mais je pense que si on le fait bien, ça va pouvoir nous aider énormément. Donc, il faut se préparer. Donc, en conclusion, et pardonnez-moi d'avoir été un peu long, les 2 mots-clés, anticipation, adaptation. La pédagogie doit évaluer. Pensez à la dose de formation. Hein, pensez à ça. La simulation aussi, donc elle est liée évidemment. Il faut sûrement combiner pour demain l'humain et le numérique tout en pensant aux valeurs éthiques. Voilà, bon, voilà quelques réflexions que je voulais vous livrer. Merci.